Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour la deuxième partie de la fiche d'élevage du gecko léopard. Donc dans cette deuxième partie, on va traiter tout ce qui est de la maintenance, de la reproduction et au niveau des pathologies. Donc au niveau de la maintenance, on va déjà parler du terrarium. Donc j'ai prévu une petite vidéo à cet effet où je vous présente comment je décore un peu le terrarium de Junko dans un terrarium Exoterra 45 sur 45 sur 45. Histoire de vous donner un exemple de terrarium typique pour un gecko léopard. Donc pour un spécimen, il faudra un terrarium minimum de 45 cm sur 45 cm sur 45 cm. Donc ensuite pour deux spécimens, il faut doubler ces valeurs. Donc moi par exemple, à peu près doublé. Mes deux femelles sont dans un 80 en longueur sur 50 sur 50. Largeur et hauteur. Donc le substrat, c'est aussi la grande question qu'on se pose. Pour le substrat, je suis anti-copeaux de bois. Personnellement, c'est ce que je pense. Moi, je suis plutôt pour tout ce qui est sable, terre glaiseuse, le mélange des trois, un peu caillou, un peu argile, un peu, enfin, vraiment très naturel. Parce que le copeau de bois, jamais vous verrez dans la nature un gecko léopard qui patauge dans des copeaux de bois bien carrés. Il vous faudra bien sûr une aération haute et une aération basse dans ce terrarium. C'est très important pour filtrer l'air et histoire que ça ne soit pas dans un endroit très confiné. Donc un autre exemple pour de 3 à 4 spécimens. Donc il faudra un terrarium minimal de 120 sur 60 sur 60. Et histoire d'avoir 2 points chauds aussi et 2 points froids. Et vraiment la masse de cachette. Et plusieurs boîtes humides. On va parler de l'alimentation maintenant. Donc ce gekonidé est insectivore. Donc bien sûr il mange des insectes vivants. Donc comme le grillon, le criquet, la blatte, les vers moriaux, les vers de farine. Mais les vers moriaux et les vers de farine sont vraiment très gras. Et il faut les proposer en tant que friandise. Donc c'est-à-dire à peu près une fois par semaine. Donc le grillon constitue un peu la nourriture de base. La blatte peut le remplacer. Mais le grillon, ça permet de faire un élevage très facile. Donc ça arrive que les gens donnent du rosé. Donc personnellement j'en donne. Donc le rosé c'est les bébés souriceaux. Ils sont âgés de 2-3 jours. Et ça apporte vraiment une bonne alimentation. Et c'est vraiment bourré de calcium. Donc ça c'est une fois par mois. Et encore une fois tous les 3 mois vers là. Faut pas les gaver de calcium ou autre car ça peut entraîner d'autres maladies. Dans un terrarium, ce qui est très important, c'est de proposer une coupelle de calcium pur. Donc je dis bien du calcium pur. Ça se trouve partout sur internet, sur les sites spécialisés, vente de reptiles, en pharmacie aussi. Donc moi personnellement j'ai eu 1 litre de calcium pur en poudre. C'est vraiment important de lui proposer cela. Surtout si vous avez du sable dans le terra ou alors de la terre, enfin vraiment, même si vous avez du copeau de bois, hein, c'est vraiment important, même du sopalin, c'est important d'en mettre. Il saura ce que c'est et il viendra s'approvisionner à peu près tous les jours. Au niveau de la vitamine D3, c'est à proposer tous les 15 jours. La façon de le proposer, c'est de saupoudrer tout simplement les grillons avant de le nourrir. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur ma chaîne où je montre comment je nourris un de mes geckos léopards. Donc la vitamine D3, ça se trouve pareil sur internet, en animalerie. C'est vraiment très important de lui en donner, surtout si vous ne mettez pas de UV dans le terrarium. Il faut lui proposer ça à peu près tous les 15 jours, ou alors toutes les semaines si vous n'avez vraiment pas d'UV. Ensuite, l'abreuvoir. L'abreuvoir c'est obligatoire pour un gecko léopard, et il faut de l'eau du robinet ou alors de l'eau minérale. Il ne faut pas de l'eau distillée ou déminéralisée, et il faut le changer tous les jours ou alors tous les 2 jours. C'est vraiment très important. En plus, dans un terrarium désertique, la chaleur peut monter assez vite et les bactéries prolifèrent beaucoup plus vite quand il fait chaud. Donc bien sûr, il faut la placer au point froid. Si votre gecko léopard voit que l'eau n'est pas très propre ou autre, ne vous inquiétez pas, il n'ira pas la boire. Au niveau de l'alimentation des insectes, c'est très important. Il faut donner à la pince et aussi que l'insecte ne dépasse pas la taille. Donc c'est-à-dire si vous avez un insecte de cette taille, par exemple un gros criquet, il ne faut pas que vous le donniez à un juvénile qui a une taille de tête comme ceci. C'est très important parce que sinon ça peut entraîner des régurgitations ou alors des occlusions. Au niveau des températures, on va parler des températures au point chaud. Donc les températures au point chaud pendant la journée doivent être entre 35 et 37 degrés maximal.
Et quand je dis température au point chaud, c'est température de surface. Donc par exemple, vous prenez la température juste en dessous de la lampe chauffante. Par exemple, il y a une pierre et c'est la température là qui ne doit pas dépasser les 37 degrés. Donc un point chaud, il faut que les 30 degrés soient dépassés. Donc si c'est en dessous de 30 degrés, le gecko léopard va pas trop aimer. C'est important que ça soit au-dessus des 30 degrés. Ensuite, pour le point chaud, durant la nuit, c'est température ambiante. On éteint tout l'éclairage et on a à peu près entre 19 degrés et 21 degrés. Pour le point froid, pendant la journée. Donc c'est important d'avoir une température entre 24 degrés et 26 degrés. Pour les geckos léopards, c'est important qu'ils aient un grand gradient de température pour qu'ils puissent se réguler et se déplacer dans le terrarium, se poser là ou là ou là. Enfin, vraiment, c'est très important d'avoir une différence de température entre les deux extrémités du terrarium. La température au point froid pendant la nuit va rejoindre celle au point chaud pendant la nuit, donc c'est-à-dire entre 19 degrés et 21 degrés. C'est la température ambiante à peu près de votre pièce. Au niveau de l'éclairage, on va avoir un éclairage en été de 14 heures, en hiver de 8 heures, donc pendant l'hivernation, et entre à peu près entre 10 heures et 12 heures. Donc c'est important de faire varier ça, ça permet de leur inculquer un peu les saisons, et c'est très important pour leur longévité et leur comportement. Pour le point chaud, au niveau de l'éclairage et le chauffage, on va avoir une lampe chauffante classique. On privilégie tout ce qui est de bonne marque. Donc Exoterra font des bonnes lampes chauffantes. Tout ce qui est Sun Glow ou les intenses sont vraiment bien. Moi, ce que j'utilise et ce que j'aime en particulier, c'est les Lucky Reptile. Elles éclairent beaucoup mieux et chauffent beaucoup mieux avec des watts inférieurs à ceux de Exoterra. Ce sont des ampoules halogènes. Pour avoir une température au point chaud entre 37 degrés et 50 degrés, c'est important de faire varier la distance entre le point chaud en surface et la hauteur au niveau de l'ampoule. À peu près à, je dirais, 30-40 cm entre ces deux points, on va utiliser une ampoule 50 watts pour avoir un très bon point chaud. Le positionnement de l'ampoule, c'est important de le mettre à la distance de 1/4 du terrarium. Donc par exemple, on a le terrarium qui fait cette distance. Donc là c'est la moitié. Et là c'est la moitié de la moitié. Et c'est là où on va placer l'ampoule. Pour vraiment avoir une différence entre le point chaud et le point froid. Donc je vais vous montrer des exemples de fixation que j'utilise dans une petite vidéo. Pour tout ce qui est ampoule, c'est important, je dirais, de ne pas utiliser de thermostat pour certaines marques, car ça va vachement limiter la durée de vie de vos ampoules, et puis il faudra les changer très régulièrement, car les ampoules n'aiment pas trop souvent être éteintes puis rallumées, pendant une douzaine de fois dans la journée. Maintenant, on va parler du tapis chauffant. Donc pour les geckos léopards, c'est important d'avoir un tapis chauffant, comme ce sont des geckos nocturnes. Ils vont se réguler surtout à partir d'un point chaud qui est sous eux. C'est important d'avoir un chauffage par le dessous. Le tapis chauffant prendra le quart d'un terrarium. Donc bien sûr il sera placé au point chaud, de préférence au même endroit que le faisceau lumineux de l'ampoule chauffante. Ce tapis chauffant sera allumé que la nuit, donc c'est-à-dire pendant que l'ampoule chauffante est éteinte, le tapis chauffant sera allumé. Les geckos sont nocturnes et c'est important de leur donner leur nourriture la nuit afin de respecter leur comportement et vraiment qu'ils puissent bien digérer grâce au tapis chauffant. Il sera allumé que la nuit, mais ça c'est pendant la majeure partie du temps. L'été de préférence, éteignez-le parce qu'il fait assez chaud dans le terrarium pour que les pierres suffisent à recréer un tapis chauffant un peu plus naturel. On verra par la suite au niveau de l'hivernage que le tapis chauffant sera très important. Donc bien sûr pour ce tapis chauffant vous pouvez utiliser un thermostat. Donc un thermostat réglé à peu près entre 33 degrés et 34 degrés. Personnellement je n'utilise pas car j'ai des tout petits tapis chauffants. Donc c'est des Exoterra de la plus petite taille. Et il faut savoir que les tapis chauffants chauffent exactement à la même température. Donc en fait les watts c'est selon la longueur du tapis chauffant. Plus le tapis chauffant est long et plus les watts seront importants. Mais sinon tous les tapis chauffants et tous les câbles chauffants chauffent à la même température. À peu près entre 40 et 43 degrés. C'est important de mettre le câble chauffant ou le tapis chauffant à
à l'extérieur du terrarium, donc c'est-à-dire en dessous. Par exemple pour les terrariums en verre, c'est très important. Après pour ce qui est terrarium en bois, il y a plein de tutoriels ou autres qui expliquent comment bien intégrer un tapis chauffant dans un terrarium en bois. Donc je vais un peu vous expliquer tout ça avec quelques mots. Donc par exemple, vous le mettez dans le terrarium et vous mettez une plaque de plexi par au-dessus, vous la siliconez. Ça permet qu'il y ait une partie isolée entre le tapis chauffant et le substrat pour pas que l'animal se brûle ou se blesse. Personnellement, j'utilise un thermostat pour mon rack. C'est très utile pour un rack, ça permet d'avoir une très bonne température. Après tout ce qui est terrarium, vu que c'est en dessous du verre, vu qu'il y a pas mal de sable ou autre, j'atteins vraiment les températures que je veux. C'est à vous de faire des tests aussi au niveau des températures. À vous de jouer entre la distance qu'il y a entre l'ampoule et le point chaud. Vraiment, c'est à vous de tester toutes les conditions de température avant d'accueillir votre gecko léopard. Donc maintenant on va parler des UV. Les UV c'est très important, même si les geckos léopards sont des animaux nocturnes. Il faut savoir que dans leur comportement naturel il y a une exposition aux UV le matin ou alors en fin de soirée. Ça permet de fixer le calcium sur leur dos. C'est très important. Car les geckos léopards et comme tous les lézards synthétisent la vitamine D3 grâce aux UV. En particulier les UVB. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur tout ça, je vous conseille d'aller voir ma vidéo tuto comment bien débuter dans la terrarophilie. J'explique vraiment pas mal de trucs. Ces choses pourront très bien compléter cette fiche d'élevage. Donc on va choisir pour ces geckos léopards des UV 10%. Donc je répète 10%, donc 10.0. C'est très important. Les gens pensent que 10% c'est vraiment beaucoup. Mais après avoir fait des tests ou autres pendant mon stage à ferme tropicale, on a très bien vu que les 10% ne se valent pas du tout et ça fait vraiment des données très réduites comparées à la nature. Donc c'est vraiment important de miser sur les 10% même si les animaux sont nocturnes. Ça permet qu'ils aient vraiment beaucoup d'UV quand ils le veulent. Donc néon ou ampoule, je vous recommande très fortement la marque Zoomed comparée à la marque Exoterra qui au niveau des UV est très médiocre. Faut l'avouer, ils font vraiment des UV vraiment nuls. Et par exemple un Zoomed 2.0, donc ça vaut un Exoterra 10.0. C'est pour vous dire qu'au niveau des UV, Exoterra ils sont assez bas. C'est très important de pouvoir placer les UV dans le terrarium, car les UV, s'il y a un matériel entre les UV et à l'intérieur du terrarium, un grillage ou du verre, les UV seront divisés par deux. Mais si vous mettez un réflecteur, et ben les UV seront multipliés par deux. C'est très important de pouvoir fournir un réflecteur et de pouvoir mettre les UV à l'intérieur du terrarium. Donc là, la vidéo du terrarium. Je vais vous présenter le terrarium où on va accueillir le gecko léopard. Donc un Exoterra 45 x 45 x 45 équipé d'une rampe d'éclairage UV avec deux ampoules, donc les UV du 10.0, d'une lampe chauffante Lucky Reptile, donc c'est une halogène, elle n'est pas à filament de tungstène, elles sont beaucoup mieux niveau éclairage et niveau chauffage. Donc ici c'est tout grillagé pour l'aération haute et ici on a la place pour l'aération basse. Donc en substrat on a du sable. Donc ça c'est le terrarium parfait pour accueillir un gecko. Donc je vais vous montrer comment on va l'équiper, mais tout d'abord on va voir. Alors donc là on a un tapis chauffant de petite taille. Il est du même côté que la lampe chauffante. Donc on sépare le terrarium en deux pour pouvoir faire un point chaud et un point froid. Donc maintenant ensuite on va l'équiper. Donc voilà, on va faire le terrarium ensemble. Donc ici on aura un point chaud vers les 35 degrés, donc vraiment point chaud sur une seule surface. Donc c'est là où il y aura la cachette au point chaud. Ici il y aura au point froid la boîte à mu, ici la gamelle d'eau, plus le calcium et quelques décorations des pierres et des branches.
Pour ce qui est des cachettes et du décor de fond, comme vous voyez, donc c'est pas celui d'origine, c'est moi qui l'ai fait. Donc vous pouvez aller voir mes tutoriels que j'ai fait là-dessus, donc comment faire une cachette 2 en 1 aussi, comment faire une boîte humide et comment faire un décor de fond. Donc on va placer tout ça. Je commence par une grosse cachette, donc voilà à peu près le modèle que j'ai fait. Donc là il y a le tapis chauffant, on va juste la mettre au-dessus du tapis chauffant. Voilà. On met un peu de sable au-dessus. Maintenant la boîte à mu. Donc la boîte à mu c'est aussi moi qui l'ai faite. Je vais vous montrer le système. Donc une armature comme ceci que j'ai réalisé dans un tuto. Une boîte en plastique avec de la sphaigne dedans. Donc c'est un des meilleurs substrats pour boîte humide. On va placer tout ça. Donc là, ici, il y a une petite encoche fait exprès. Il y a trop de sable. C'est vraiment important de recréer le biotope du Gécolopa pour qu'il ait tous ses besoins réunis dans un seul terrarium. Donc là, le couvercle. Ensuite l'eau. Donc l'eau, il faut la changer tous les jours, voire tous les 2 jours maximum. Et puis vos Gécolopa, donc si ils voient que l'eau n'est pas changée ou autre, ils vont pas boire dedans, ils sont pas fous, ils savent quand l'eau a tourné ou autre. Et quand il fait chaud, les bactéries se développent plus vite. Donc la gamelle, ici je viens de passer le calcium, donc une petite calcium, une petite coupelle où il y a du calcium pur dedans. Ensuite on va mettre quelques pierres. On va mettre une là. Donc de préférence les pierres, faut les mettre au point chaud, histoire qu'elles gardent bien la chaleur pour le Gécolopa la nuit, pour qu'il puisse digérer. Après la petite branche. Donc au niveau de l'éclairage, en été, ce que je fais, c'est que moi je laisse juste allumer donc la lampe chauffante, la rampe d'éclairage et c'est tout. Et ensuite en hiver, on commence à rallumer le tapis chauffant que la nuit. Car en été, il fait assez chaud pour que les pierres soient bien chauffées et que les pierres puissent bien garder la chaleur. Et ensuite pour l'hivernage, donc les Gécolopa hibernent pas complètement, donc ça s'appelle l'hivernage plutôt au lieu de l'hibernage qui est un sommeil complet. Donc j'éteins tout sauf le tapis chauffant, je le laisse allumer histoire que je puisse encore les nourrir, 2-3 grillons tous les 3 jours, des choses comme ça pour qu'ils puissent digérer. Donc j'ai encore 2-3 petites pierres à mettre. Donc le mieux c'est de faire un terrarium assez simple, pas très prise de tête, pas trop compliqué, mais juste histoire que le Gécolopa ait tout ce qu'il faut. Ensuite j'ai une petite plante. Donc ça c'est des plantes sans racines qui sont très bien. Donc vous voyez il n'y a pas de racines, donc c'est une spécificité. Donc ça n'a pas besoin d'être arrosé tout le temps et ça résiste plutôt bien à la chaleur. Et ça fait un très bon effet désertique. Donc vous avez juste à les poser. Donc, voilà. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà le terrarium. Il est enfin fini pour accueillir mon mâle Gécolopa. Donc ici la cachette au point chaud avec le tapis chauffant qui est juste dedans. Ici on aura en surface une assez bonne température vers les 35-40 degrés. Et ici à l'intérieur on aura 30-31. Voilà, j'ai mis quelques pierres, une branche, la petite plante. Et là la boîte à mu.
et l'eau. Donc l'eau, le calcium et la boîte à mu, c'est important qu'ils soient au point froid. Et c'est important que dans un terrarium, il y ait deux cachettes. Donc une cachette au point chaud et une cachette au point froid. Après, pour tout ce qui est grand terrarium, vous aurez plusieurs geckos. Donc il faudra doubler le nombre de cachettes, même le tripler. C'est le plus important. Et surtout, si vous faites de la reproduction comme moi, je vous conseille de placer la boîte à mu, si vous avez des femelles, donc exclusivement pour les femelles, au point chaud. Donc la mettre plutôt ici, pour que les femelles puissent pondre dedans. Ainsi, dans la boîte à mu, il y aura une très bonne température et ça pourra garder les œufs jusqu'à qu'on les prélève. Je viens de mettre mon gécoléopard mâle. Donc bien sûr, avant et après toute manip, du gel alcoolisé pour se laver les mains. Donc le comportement d'un gécoléopard est assez intéressant à observer. Donc quand vous avez nettoyé et un peu refait toute la déco de vos terrariums, le gécoléopard va un peu faire tout le tour, histoire de se faire des repères dans son nouveau terrarium. Au niveau du chauffage, ma lampe halogène c'est une 50 watts, donc ça suffit amplement pour avoir une bonne température. Ici au niveau des UV, c'est du 26 watts x 2 et toutes les deux sont à 10% d'UV. Donc les UV, quand il y a un grillage en fait entre le terrarium et la rampe d'éclairage, donc les UV sont divisés par 2. Et grâce au réflecteur, ils sont multipliés par 2. Donc ça revient à avoir un rapport nul. Et c'est important de mettre un réflecteur car ça double les UV. Et surtout, je vous conseille de mettre les UV à l'intérieur du terrarium car c'est beaucoup plus pratique. Donc certes c'est moins esthétique, mais au moins les UV sont bien diffusés et puis votre animal pourra très bien en profiter. Pour le point froid, ça sera aux alentours des 25 degrés. Donc un peu moins, un peu plus, c'est très bien. Il n'y a pas vraiment de limite. Mais c'est toujours mieux qu'il fasse un peu plus frais que les températures données par exemple sur des forums ou autres. Donc je n'utilise pas de thermostat pour ce terrarium car c'est très simple. Pour les gécoléopards, il n'y a pas vraiment de température très requise, donc à part les normes qu'il faut avoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive très bien à reproduire les bonnes températures, donc avec des ampoules 50 watts ou des petits tapis chauffants. Donc voilà, souvent les températures sont inscrites sur la boîte des ampoules et c'est en fonction de la hauteur qu'il y a entre le point chaud et l'ampoule. Pour tout ce qui est nettoyage du terrarium donc, et ramassage de crottes, je vous conseille de le faire tous les jours pour le ramassage de sel, et sinon pour le nettoyage du terrarium tous les 2 mois ou 1 mois si vous pouvez, mais tous les 2 mois si vous le faites complètement ça suffit largement. Et c'est vraiment important de nettoyer le terrarium, donc nettoyage à la javel, nettoyage à l'eau chaude. Il y a plein de systèmes de nettoyage, OF10 aussi ça marche très bien. Pour ce qui est du comportement du gécoléopard dans un terrarium comme celui-ci, il est très important de mettre une coupelle de calcium si vous avez comme substrat du sable et de le nourrir à la pince. Le gécoléopard pourra ingérer du sable pendant la chasse, ça pourra entraîner une occlusion ou voire quelques problèmes. Et surtout le calcium c'est très important. Et il saura ce que c'est et puis tous les matins il s'en approvisionnera. Donc maintenant nous allons voir tout ce qui est reproduction chez le gécoléopard, histoire de vous donner quelques astuces. Dans la reproduction j'ai inclus l'hivernation, ensuite tout ce qui est les petits, les œufs, c'est une assez grande partie. Bien sûr j'ai tout structuré encore sur mes feuilles. Donc la reproduction, il faut savoir que c'est un peu l'objectif de chaque terrarophile. Pour qu'une femelle puisse se reproduire, il faut qu'elle ait 2 ans minimum. Je répète 2 ans. Et il faut qu'elle pèse 70 grammes minimum. C'est très important de suivre ces règles. Et le mâle, il faut qu'il ait 1 an et demi minimum. Chez le gécoléopard, on va parler d'hivernage.
Donc hivernage, c'est différent de l'hibernage, donc avec un B et puis l'autre avec un V. Le gycolopare va ralentir son métabolisme et les femelles vont pouvoir produire les œufs, etc. C'est juste ça, en fait c'est juste pour passer l'hiver, il va manger moins, les températures vont baisser, la durée d'éclairage va se réduire, contrairement à l'hibernage. Quand on dit qu'un pogona hiberne, c'est-à-dire qu'il va dormir pendant une période à peu près de 2 mois. Donc complètement, il ne va pas s'alimenter, il ne va pas boire. Donc pareil, chauffage réduit, durée d'éclairage totalement éteinte, et il fera complètement noir d'intérieur. Pour cela que c'est deux choses différentes entre l'hivernage et l'hibernage. L'hivernage du gycolopare va à peu près durer entre 1 mois et demi et 2 mois. Avant cette période, on va réduire l'éclairage à peu près 15 minutes tous les 3 jours, voire un peu plus, afin d'arriver à 8 heures. Donc on sera à peu près, on va être en juin-août, on va être à 14 heures d'éclairage et le but c'est d'arriver à peu près à 8 heures en novembre. Donc personnellement moi je l'ai fait hiverner de novembre à janvier, donc 2 mois. On va appeler ça une période. Pendant cette période, ce qui va se passer, c'est que le point chaud, qui était à 35 degrés, il va descendre jusqu'à la température normale. Donc la température normale, c'est-à-dire entre à peu près 22 degrés. Température ambiante de la pièce. Donc ce qui va se passer aussi, c'est on éteint en premier la lampe chauffante, on allume en continu le tapis chauffant 24 heures sur 24. Donc c'est important que le tapis chauffant puisse jouer ce rôle de 24 heures sur 24. Ça permet de chauffer le terrarium que sur une petite zone pendant 24 heures à une très bonne température pour que les gycolopares puissent toujours s'alimenter, mais avec une alimentation toujours réduite. Pendant cette période, les UV seront toujours allumés. C'est important encore de laisser allumer les UV. Diminuer la température, j'ai une astuce très simple, c'est par exemple 1 mois ou 2 mois avant novembre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur la hauteur de la lampe et au niveau de la puissance, donc les watts. Par exemple, on va mettre du 25 watts, on va la monter au maximum afin d'avoir une température qui baisse au point chaud. Donc c'est à vous encore de gérer le truc. Et moi je vous donne que quelques astuces qui seront importantes à l'hivernage de vos gycolopares. Maintenant on va parler de cette durée. On va parler pendant cette période d'hivernage de l'alimentation, qu'elle sera de plus en plus réduite. Durant cette période, à peu près on va compter 1 mois avant novembre. Avant cette période, on avait à peu près 4 à 3 grillons par jour ou alors tous les 2 jours. Et petit à petit on va passer à 1 ou 2 grillons tous les 2 jours. C'est important de faire ceci. Et ensuite pendant l'hivernage, donc on va rester sur 1 ou 2 grillons tous les 2 jours. Donc ça permet de réduire largement leur alimentation. Donc durant cette période de préparation avant l'hivernation, c'est très important que le gycolopare soit assez robuste, donc il ait pas mal de réserves. Donc pour cela, pendant qu'on réduit son alimentation, on va proposer plusieurs fois des vers Morio ou des vers de farine, à peu près tous les 2 jours, 1 ou 2, histoire que le gycolopare quand même prenne des forces pour pouvoir endurer l'hivernation. Donc le but étant de leur faire prendre du poids avant l'hivernation. Donc il y a 2 cas qui s'appliquent avant l'hivernage d'un gycolopare. Donc si votre gycolopare est obèse, il n'y a pas besoin de le faire passer au vers Morio ou autre. Même un peu de vraiment lui faire passer un bon hiver en faisant réduire son alimentation. Et si votre gycolopare est plutôt maigre, donc là on va pas mal l'alimenter, donc surtout en vers Morio et en vers de farine, histoire qu'il puisse passer l'hiver. Ou alors si votre gycolopare n'accepte pas du tout, le mieux c'est de lui faire passer un hiver très doux. Donc par exemple on va être à, je donne un exemple, 35 degrés au point chaud, on va lui mettre à peu près 29 degrés au point chaud. Donc pour vraiment lui faire passer un hiver pour qu'il comprenne que c'est l'hiver, et pas pour autant réduire son métabolisme au maximum. Il peut avoir des risques, c'est qu'il meurt. L'hivernation est importante pour chaque gycolopare, mais si votre gycolopare est anorexique,
ou alors vous êtes pris trop tard, faites-lui passer un hiver plutôt doux, histoire qu'il comprenne que c'est l'hiver, mais pas vraiment lui faire passer un hiver où il passe de 37 degrés et du jour au lendemain il va être à 25 degrés comme ça au point chaud. C'est pas le but c'est bien de vraiment de diminuer les températures et d'avoir un seuil entre 20 et 22 degrés au point chaud, et au point froid on sera vraiment à 19 à peu près. Donc si vous êtes pris trop tard pour l'hivernation, donc le mieux c'est de vous y prendre maintenant et de commencer à diminuer tout ce qui est température et durée d'éclairage. Donc ça c'était un peu la phase pour initier le Gecko-Leopard à l'hivernation totale. Donc totale, c'est-à-dire vraiment avoir une température ambiante à peu près de 19 à 20 degrés dans le terrarium, avoir le tapis chauffant qui tourne 24 heures sur 24, qui soit à peu près à 30 degrés. Donc si vous pouvez utiliser un thermostat, là aussi c'est important d'utiliser. Après, ce qui est important, c'est de laisser les UV, de le nourrir 1 à 2 grillons tous les 2 jours. Bien sûr, il faudra continuer à, par exemple, arroser les plantes, arroser la boîte humide et changer l'eau. L'hivernation dure à peu près 2 mois. Après ces 2 mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le sens inverse. On va commencer à réaugmenter la température et la durée d'éclairage. Pour faire cela, on va à peu près prendre 2 mois. Pendant ces 2 mois, on va réaugmenter les températures jusqu'à 30 à 32 degrés. Et on va toujours laisser le tapis chauffant 24 heures sur 24. Les UV seront toujours allumés. Et c'est là on va rallumer la lampe chauffante afin d'avoir un point chaud à 30 voire 32 degrés en journée. Et l'éclairage va passer de 8h à 10h, 11h à peu près. En réaugmentant la durée d'éclairage petit à petit, tous les 3 jours, toutes les semaines. Vraiment faire ça petit à petit, c'est très important. Donc une fois que ces 2 mois sont passés, pendant que vous avez réaugmenté tous ces paramètres, c'est là où la reproduction joue un rôle important. Pendant cette période, dans le terrarium de la femelle, on va pouvoir introduire le mâle. On va le laisser à peu près une semaine et il faudra s'assurer que l'accouplement s'est bien effectué. Ça se peut que le mâle ne soit pas accepté. Donc dans ces cas-là, c'est qu'on laisse un peu le mâle dedans et que la femelle s'habitue, ou alors si vraiment la femelle ne veut pas du tout, donc là il faut vraiment pas hésiter et retirer le mâle. Et si vous êtes ambitieux, vous pouvez retenter par la suite, par exemple une semaine après, de réintroduire le mâle dans le terrarium de la femelle. Et si toujours elle ne veut pas, donc votre reproduction ne sera pas viable cette année. Mais c'est quand même très rare qu'une femelle ne veuille pas s'accoupler. Bien sûr, je le répète, pour qu'une femelle puisse s'accoupler, il faut qu'elle ait 2 ans minimum, il faut qu'elle pèse 70 grammes minimum, et pour qu'un mâle puisse s'accoupler, il faut qu'il ait 1 an et demi minimum. C'est très important. Après cette première période, après l'hivernation, on aura une deuxième période. Cette période va à peu près durer 1 mois. Pendant ces 1 mois, on va réaugmenter les températures au point chaud en journée, à peu près vers les 33 degrés, vers 35 degrés. On va les augmenter progressivement, comme je vous l'ai dit. Et l'éclairage va passer de 10h à 12h. Et là, on revient à un cycle normal dans un terrarium. Le cycle normal au niveau des températures et de l'éclairage, c'est à peu près de mai jusqu'à août. On aura des températures entre 37 degrés et 35 degrés. Donc 37 degrés c'est vraiment le maximum. Et on va avoir à peu près 13 heures d'éclairage, voire même 14 heures en plein juillet. Au fil du temps, on va augmenter la durée d'éclairage et la température en rapprochant la lampe chauffante du point chaud et en réaugmentant la durée d'éclairage. Pour tout ce qui est durée d'éclairage, c'est très important que vous puissiez brancher un minuteur sur votre éclairage, et ça se trouve partout, ça coûte à peu près 5 € ou 10 € en magasin, enfin vraiment il y a de quoi trouver, il y en a partout. Après cet accouplement, environ 22 jours vont s'écouler après la première ponte, entre 20 et 30 jours. Donc une femelle va pondre 2 œufs
elle pourra faire 8 pontes à la suite et avec un intervalle de 15 jours. Donc c'est-à-dire 15 jours entre chaque ponte de 2 œufs. 15 jours, je donne cet exemple car ma femelle Asia et ma femelle Sun font à peu près entre 15 jours et 20 jours entre chaque ponte. Donc si vous voulez avoir des informations sur les pontes, j'ai fait pas mal de vidéos où j'ai fait un petit suivi des pontes d'Asia et Sun qui est très intéressant. Même vous pouvez voir les naissances que j'ai eues cette année. Ce qui est très important pendant cette période, donc cette période de ponte, c'est-à-dire entre l'accouplement et la dernière ponte, c'est très important de placer la boîte humide au point chaud. En fait, elle va chercher un peu le meilleur endroit pour pondre dans tout le terrarium. Elle va pouvoir retourner un peu tout, creuser dans le sable. Le mieux, c'est la boîte humide. Il faut qu'elle soit juste en dessous de la lampe chauffante et un tout petit peu sur le tapis chauffant, histoire qu'il y ait tout ce qu'il faut, donc l'humidité et les bonnes températures. Et bien sûr un très bon substrat. Personnellement, la sphaigne est très bien. Pendant cette période de ponte, il est possible d'avoir plusieurs femelles dans le même terrarium. Donc ce qui est mon exemple. Mais ce qui est important, c'est de ne pas les faire accoupler au même moment. Et vraiment de les séparer et de les mettre chacun avec un mâle. Mais pas au même moment, car ça serait très difficile si par exemple les deux femelles feraient leur ponte en même temps. Faudrait qu'il y ait, moi j'avais 10 jours à peu près d'intervalle ou même 5 jours. Donc c'est important, histoire que vous saviez quel œuf viennent de quelle femelle. Puis bien sûr, dès que vous vous rapprochez du jour J où elle va pondre, c'est très important de vérifier la boîte humide. Et si vous ne voyez rien dans la boîte humide, c'est important de vérifier près du tapis chauffant. Car si la boîte humide est par exemple pas assez chaude pour qu'elle puisse pondre, elle va plus aller vers le tapis chauffant, elle va donc pondre dans le substrat même. Donc c'est pas extrêmement grave, mais le truc c'est que ça va dessécher les œufs assez facilement, donc il faudra les récolter au plus vite. Vous avez à peu près 12 heures pour pouvoir récolter les œufs, et de préférence avant la nuit. Car la nuit, les températures vont chuter. Donc au point chaud, on va avoir les températures ambiantes, et au point froid, on va avoir les températures ambiantes. Donc c'est là où joue un rôle important, toujours le tapis chauffant. C'est que si la femelle est obligée de pondre la nuit, elle va pouvoir pondre près du tapis chauffant, et ça va assurer une température suffisante pour les œufs. Ce qui est très important, c'est durant cette période de ponte, la femelle va pas mal s'épuiser. Donc on va pouvoir lui apporter une très forte alimentation, donc avec des verres Morio, des verres de farine, donc à peu près tous les jours, voire tous les 2 jours, on va lui en proposer 1 ou 2. Et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir lui fournir des grillons à volonté. On va passer plutôt à 10 jours d'intervalle pour la vitamine D3. Donc ce qui va se passer, c'est que il y a des signes avant qu'elle ponde. Elle va un peu gratter partout. Elle va faire une mue de pré-ponte, donc c'est ce qui m'arrive très souvent pour Asia. Elle va arrêter de s'alimenter pour pouvoir pondre. Ça, c'est des facteurs qui nous permettent de savoir quand elle va pondre. Donc maintenant, imaginons que vous avez récupéré vos œufs, vous les avez mis dans des petites boîtes avec de la perlite et de la vermiculite, des boîtes hermétiquement fermées. Par exemple, vous avez édité, donc vous avez mis l'accouplement, la date de ponte de votre femelle, et vous avez mis tout ça dans l'incubateur. Les œufs sont incubables entre 26 et 32 degrés, et avec une hygrométrie à peu près de 80% à 90%. Si vous n'avez pas d'incubateur et vous ne savez pas comment en faire, je vous recommande d'aller voir une vidéo tutoriel où je vous montre comment bien réaliser un incubateur pour très peu d'argent. Le lien de cette vidéo sera dans la description. Au niveau des sexes des nouveau-nés, entre 26 degrés à 28 degrés d'incubation, on va pouvoir avoir des femelles. Entre 28 degrés à 30 degrés, on va avoir des femelles et des mâles, donc une chance sur 2. Et entre 30 degrés et 32 degrés, on va pouvoir avoir des mâles. Le temps d'incubation varie en fonction de la température que vous programmez. Par exemple, si vous programmez 27 degrés, le temps sera plus long que si vous programmez par exemple 30 degrés.
Donc l'incubation va être entre 45 jours et 70 jours, ça dépend des températures. Puis à peu près, moi je vous donne une moyenne, j'étais à 31 degrés et j'avais à peu près 45 jours, 46 jours d'incubation pour à peu près tous mes œufs. Vos bébés sont nés, vous les avez mis dans un très beau rack avec tout ce qu'il faut. Donc c'est-à-dire exactement comme les adultes, sauf que comme substrat on va utiliser du sopalin. Il y aura toujours la boîte humide, il y aura toujours la coupelle de calcium, l'abreuvoir et une cachette au point chaud. Donc la boîte humide sera la cachette au point froid. Tout comme les adultes, les températures et les durées d'éclairage seront les mêmes, sauf qu'au point chaud, on va avoir une température qu'il ne faudra pas dépasser, c'est-à-dire les 30 degrés. C'est très important de ne pas dépasser les 30 degrés. Mais plus votre gecko va grandir et plus vous pourrez augmenter la température au point chaud. Donc on va, par exemple à 2 mois, ça sera 32 degrés, et à 3 mois, 33. Je vous donne des exemples. Les nouveau-nés sont très craintifs et très peureux. C'est très important de ne pas les embêter et de les laisser, car ils peuvent stresser très vite. Ils se nourrissent qu'après leur première mue, donc leur première mue vient à peu près entre 3 jours et 6 jours après la naissance. Pour les nouveau-nés, on pourra leur fournir une alimentation à volonté. À peu près 4 grillons par jour. Donc bien sûr, des grillons qui seront adaptés à leur taille. On sera à peu près sur du taille 4. Ce qu'on peut faire, c'est pour un peu stimuler leur instinct de chasse. Et comme notre substrat est du sopalin et qu'il n'y a pas de risque d'occlusion intestinale, on va pouvoir lâcher les grillons en liberté dans le rack ou alors dans le terrarium. Ça va permettre aux geckos léopards juvéniles de pouvoir chasser, et puis c'est toujours intéressant de pouvoir observer ce comportement. On va parler d'un dernier point, ce qui est pathologie et puis au niveau médical. Donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus où je vous explique à peu près tout ce qu'il faut faire pour pouvoir soigner vos geckos léopards. Donc bien sûr ce sont des blessures mineures ou alors de petits problèmes. Que la mauvaise mue, c'est un exemple. Il faudra lui préparer un bain à peu près entre 30 et 35 degrés. Il faudra le laisser à peu près 10 à 15 minutes. Et il faudra l'aider à enlever sa mue. C'est pour cela, si vous ne voulez pas avoir de problème de mue, pour vos geckos léopards, c'est important de mettre une boîte à mue dans leur terrarium. On pourra les aider avec un coton-tige humidifié, donc en l'appliquant sur son corps et puis en repoussant la mue petit à petit. Ce qui est important, c'est que si votre gecko léopard fait des mauvaises mues d'affilée, c'est qu'il peut perdre ses griffes. C'est un gecko léopard qui n'a plus du tout de griffes, il aura un peu de mal à se déplacer sur des surfaces comme la pierre ou le bois. Donc maintenant on va parler un peu de l'obésité et de l'anorexie. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, mais je vais vous expliquer un peu 2-3 rappels. Pour l'obésité, c'est très simple. Si un gecko léopard est en surpoids, ce qui est simple, c'est de lui proposer une petite diète. On l'alimente plus pendant 2-3 jours, histoire qu'il perde du poids et qu'il prenne sur ses réserves. Donc c'est le traitement le plus simple et c'est le traitement qui marche au mieux. Donc faut pas hésiter à le faire plusieurs fois. Toujours séparé entre quelques périodes d'alimentation quand même, mais pas lui faire des diètes d'une semaine. Ensuite au niveau de l'anorexie, le plus facile c'est de l'isoler, donc dans un terrarium à part, et de changer son substrat en mettant du sopalin, toujours en laissant la décoration, l'abreuvoir, la boîte à mue, etc., le calcium. C'est pour pas le stresser, c'est important de ne pas le stresser et de le laisser un peu tranquille. Faut pas le manipuler, car si un gecko léopard vous faites que de le manipuler toutes les 5 minutes, il va commencer à stresser et puis ça peut être des causes de non-alimentation. Donc la première solution, c'est de laisser des grillons en liberté dans son terrarium, histoire qu'ils puissent chasser et puis de se nourrir quand il veut. Les grillons, ce qui est important, c'est de les changer chaque jour, car un grillon qui reste 3 jours dans le terrarium, c'est pas bon signe. Il pourra attaquer le gecko léopard ou même mourir et puis dans le terrarium, et ça pourra faire toujours des saletés. C'est important de les changer, les remplacer par des grillons qui ont été nourris et qui sont en très bonne santé. Une autre technique, c'est d'écraser pas mal de grillons pour en faire un petit jus et ensuite d'appliquer ce petit jus juste sur le museau, par exemple le museau du gecko léopard. Comme le gecko léopard a tendance à un peu sortir la langue et puis un peu d'observer n'importe quoi, il va pouvoir lécher le jus et puis pourra avoir un petit goût de grillon, ça pourra lui donner envie de manger. Si ces techniques ne marchent pas, et si votre gecko léopard refuse encore de s'alimenter,
la solution la plus importante, ça serait d'aller voir le vétérinaire, donc un vétérinaire spécialisé en reptiles. Une non-alimentation pourrait cacher une maladie. Donc voilà, la fiche d'élevage du gecko léopard se termine par cette deuxième partie. J'espère que cela vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à aller regarder toutes mes autres vidéos, à aller liker ma page Facebook, à m'ajouter sur Skype pour plus d'informations. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!